Je plaisante. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de la rentrée. Donc nous sommes avec le cabinet Capstan, avec Fabrice et Coralie. Je suis Géraldine Dratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et je vais laisser Fabrice et Coralie faire leur petite présentation. Bonjour à tous. Alors, les personnes ne vont pas comprendre pourquoi on est en train de rire, mais c'est pas très grave. Bonjour à tous. Fabrice Carava, associé du cabinet Capstan. Donc, Capstan Avocat, c'est un cabinet spécialiste en droit du travail sur tout le territoire national. Nous faisons surtout du conseil, je dirais que c'est notre ADN. Évidemment, nous vous défendons aussi devant le Conseil de prud'homme ou l'ensemble des juridictions intéressées par le droit du travail. Ça peut être le tribunal administratif, par exemple, ça peut être le tribunal judiciaire. Mais donc, avec cette fibre de conseil pour vous assister au quotidien, notamment par le biais de nos abonnements au cabinet. Et nous faisons aussi de la formation, parce que nous sommes Calliope, nous sommes organismes de formation, donc nous faisons de la formation en droit du travail, évidemment. Alors, Coralie n'a pas voulu commencer par faire la présentation aujourd'hui, du coup, elle n'a plus grand-chose à dire, mais je lui passe quand même la parole. Oh là là, c'est pas très beau ça, de commencer à me mettre en avant sur scène, c'est pas joli. Bonjour à tout le monde. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le webinaire mensuel. Fabrice n'a pas tout dit. Non, presque. Il n'a pas dit qu'on intervenait aussi en audit. On le développe, enfin, ça a toujours été une mission qui a pu être confiée au cabinet Capstan, mais quand je dis on le développe surtout, c'est que moi, personnellement, j'en ai beaucoup en ce moment. Donc, si vous êtes intéressés, ça peut être une manière de travailler ensemble. Si vous me le permettez, Géraldine et Fabrice, moi je pense à une toute petite chose par rapport à tous ceux qui nous écoutent et qui participent au webinaire à chaque fois. Moi, par curiosité, je serais intéressée de savoir si vous, dans vos entreprises, vous avez des sujets en particulier ou des thématiques que vous souhaiteriez aborder ou voir aborder plutôt dans le cadre de webinaires. Alors, bien évidemment, quand on prépare le support, on est surtout attentif aux dernières jurisprudences qui tombent. Pour autant, ça peut être une manière aussi de voir les sujets qui peuvent être d'actualité chez vous et d'en tenir compte. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça peut nous être communiqué par le biais de l'email quickms@capstan.fr que vous pouvez utiliser pour prendre en tâche avec nous. Top, et ben merci beaucoup Fabrice et Coralie. Je vais juste faire 30 secondes moi aussi de promo sur QuickMS, on est obligé d'y passer. Donc QuickMS, on est un éditeur de logiciels et on a 2 logiciels qui accompagnent les RH au quotidien. On a un premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui automatise le pilotage de votre gestion sociale et toute la BDESE aussi. On peut automatiser également le bilan social individuel. Voilà, et on a un autre logiciel qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser les entretiens, tous les types d'entretiens, entretiens individuels, professionnels, etc. Il y a aussi un module pour faire de la formation, pour piloter la formation, pour piloter les enquêtes, les objectifs, etc. Donc voilà, donc c'est QuickMS avec ces 2 logiciels, Graphique et Crew. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour l'actualité sociale. Et là, je vais vous partager le document pour aujourd'hui. Et je laisse la parole à Fabrice ou Coralie. C'est Fabrice. C'est moi. Allez. C'est moi qui commence sur un sujet concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec cet arrêt. Alors cet arrêt, je vais personnellement beaucoup vous en parler aujourd'hui. Cet arrêt du 4 septembre 2024, numéro 23 15 944, parce que sur une prochaine slide, on y reviendra. Il y a plein de choses dans cet arrêt. Les magistrats de la Cour de cassation sont revenus manifestement en pleine forme de leur congé et nous ont sorti dans un seul arrêt pas mal de nouveautés. Je vais donc pour l'instant me concentrer sur la question de la résiliation judiciaire qui est traitée dans cet arrêt de la Cour de cassation. Alors, petit rappel quand même de la notion pour mettre les idées au clair, je dirais. La résiliation judiciaire, donc le salarié estime que son employeur a commis des fautes graves à son encontre. Il ne va pas faire une prise d'acte de la rupture, il va saisir le juge d'une demande en résiliation judiciaire et va demander au juge de constater qu'il a raison, c'est-à-dire de constater qu'effectivement il y a des fautes graves de l'employeur qui doivent aboutir à ce que le juge prononce
la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur, ce qui a donc les mêmes effets indemnitaires qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc c'est la résiliation judiciaire. Je fais ce petit rappel parce que donc ça signifie que lorsque le salarié saisit le juge, le contrat de travail n'est pas rompu, puisque c'est justement l'objet de la demande que d'aller demander au juge de prononcer cette rupture. Dans cette affaire, il y a eu une résiliation judiciaire, peu importe parce que c'est pas le sujet véritablement les raisons, mais une résiliation judiciaire qui a été prononcée par le Conseil de prud'homme. Appel, au niveau de l'appel, changement d'appréciation, puisque la Cour d'appel infirme le jugement de première instance et donc revient sur la résiliation judiciaire, contredit le Conseil de prud'homme, et donc se pose la question du traitement de l'indemnité, de la contrepartie financière à la clause de concurrence par rapport à cet historique lié à la résiliation judiciaire, c'est-à-dire un premier juge, le Conseil de prud'homme, qui la prononce, qui prononce donc la rupture du contrat de travail, et un second juge en appel qui dit l'inverse, et qui donc revient sur le fait qu'on a prononcé la rupture du contrat de travail. La question qui se posait, c'était qu'est-ce qu'on fait avec la contrepartie financière, puisque lorsque le premier juge, le Conseil de prud'homme, prononce la rupture du contrat de travail, par définition, il y a donc rupture du contrat, et donc l'employeur a été amené, puisqu'il y avait une clause de non-concurrence dans le contrat de travail, à payer cette contrepartie financière. Le juge d'appel disant l'inverse, on fait un rétropédalage, et on dit finalement le contrat de travail n'est pas rompu. Qu'est-ce qu'il en est de la contrepartie financière? Est-ce que l'employeur doit pouvoir obtenir sa restitution, je dirais sans plus d'effort, simplement parce que le juge d'appel a dit il n'y a pas de rupture de contrat? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin que ça? L'argument de l'employeur était évidemment de dire il doit y avoir une restitution à mon bénéfice sans plus de démonstration, simplement parce que le juge d'appel dit qu'il n'y a pas de rupture. Or, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, elle n'est payée que dès lors qu'il y a rupture du contrat de travail. Si on annule la rupture, il n'y a plus de contrepartie, on me la rembourse. C'est la thèse de l'employeur, c'est la thèse retenue par la Cour d'appel, qui effectivement, on le comprend à la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation, dit bien cela, c'est-à-dire que il suffit finalement de constater qu'on annule la rupture, et donc on annule tous les effets de la rupture, et on rembourse la contrepartie financière. Donc ça, c'est la position de la Cour d'appel. La Cour de cassation ne le prend pas comme ça, puisque la Cour de cassation prend à l'inverse le contre-pied, en se fondant sur un principe fondamental, je reprends le terme, le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle. La Cour de cassation commence sa motivation comme ça, vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle. Puis elle se fonde sur d'autres règles, mais c'est là-dessus que je m'arrêterai quelques secondes. Donc, principe fondamental. Elle met au-dessus la liberté d'avoir une activité professionnelle. Et du coup, son raisonnement n'est pas celui de la Cour d'appel. Son raisonnement, c'est de dire le fait qu'il y ait eu une infirmation de jugement et donc une remise en cause de la rupture du contrat de travail n'entraîne pas la restitution de la contrepartie financière à la clause de concurrence. Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié n'a pas respecté la clause pendant la période durant laquelle elle s'est effectivement appliquée, c'est-à-dire finalement entre la décision du Conseil de prud'homme qui a prononcé la rupture et la décision de la Cour d'appel qui revient sur cette décision de première instance. Si l'employeur démontre que le salarié n'a pas respecté la clause de non-concurrence, alors il a droit à la restitution. Mais si le salarié l'a respecté, ou en tout cas si l'employeur ne peut pas le justifier, il n'a pas le droit automatiquement, d'après la Cour de cassation, à cette restitution, simplement parce qu'on a annulé la rupture du contrat de travail, on a annulé la résiliation judiciaire. On a infirmé la résiliation judiciaire. Donc voilà l'apport de cet arrêt, où la Cour de cassation raisonne par rapport à ce principe fondamental de l'exercice professionnel, ce qui n'est pas forcément évident en droit, puisqu'effectivement, en principe, lorsqu'on parle d'annulation, on remet les choses en l'état. C'est vrai que là, on a infirmé un jugement, c'est pas proprement parler une annulation, mais en tout cas, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est en tout cas la solution et le fait que la Cour de cassation met au-dessus un principe fondamental qui est celui du libre exercice d'une activité, le libre exercice d'une activité,
Et donc, en clair, on ne va pas être amené, le salarié ne va pas être amené à rembourser s'il a respecté une obligation qui allait à l'inverse du principe, c'est-à-dire de sa liberté à avoir une activité professionnelle. Donc voilà l'enseignement de cet arrêt. Pas de remboursement automatique, même si un juge en appel revient sur une résiliation judiciaire, pas de remboursement automatique de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier arrêt, ou en tout cas sur ce premier enseignement de cet arrêt-là du 4 septembre 2024 sur lequel je reviendrai? Non, il n'y a pas eu de questions spécifiques, il y a juste eu des idées de sujets pour les prochains. Alors, on les notera. Allez, c'est parti pour le deuxième. Coralie, c'est à toi. Oui, alors deux arrêts intéressants qui datent aussi du 4 septembre, qui concernent la prescription de l'action salariale. Alors, rien de trop nouveau sous le soleil, simplement des précisions qui sont venues de la Cour de cassation. Alors, simplement pour rappel, bien évidemment, en droit du travail, les règles de prescription trouvent leur siège dans l'article L 471-1 avec cette dichotomie, prescription de 12 mois pour les demandes, les actions qui portent sur l'exécution du contrat de travail et 12 mois pour la rupture et 2 ans pour toutes les actions qui portent sur l'exécution du contrat de travail. Alors, cet arrêt, il est particulièrement intéressant parce que, pour le coup, on est amené à s'interroger sur la durée de prescription et le point de départ de cette prescription en matière d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Alors, ça me permet de faire un petit pont avec une décision issue du Conseil constitutionnel de 2011 qui avait fait à cette époque-là pas mal tomber d'encre dans le sens où ça avait été un gros sujet en se disant finalement est-ce que c'est pas contraire au principe constitutionnel d'individualisation des peines que d'appliquer cette sanction pécuniaire dite automatique et forfaitaire, 6 mois pour le salarié. Eh bien, dans cette décision, le Conseil constitutionnel dit très clairement qu'il n'y a pas d'atteinte au principe d'individualisation des peines. En particulier en matière de droit du travail, cette indemnité a pour objet d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait justement de cette dissimulation du travail qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte nécessaire, à une perte de droits pour le salarié. Donc, le caractère forfaitaire de l'indemnité est justement là pour compenser la difficulté pour le salarié à prouver, donc là en l'occurrence c'était à prouver un nombre d'heures de travail accompli. Donc ça avait été largement discuté, on ne revient plus trop sur le quantum, on le sait dorénavant dans le cadre des contentieux que les 6 mois c'est automatique. Maintenant, en ce qui concerne donc cet arrêt, alors pour revenir un petit peu sur les faits, il s'agissait d'un salarié licencié qui soutenait avoir subi un harcèlement moral. Il a saisi le conseil de prud'homme pour contester la mesure de licenciement en faisant valoir que c'était un licenciement nul et par conséquent, il demandait donc la condamnation de l'employeur à une somme au titre de l'exécution et de la rupture. Et de ce point de vue-là, au titre de la rupture, il demandait donc à bénéficier de cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Et c'est sur ce point-là, effectivement, que la discussion est née. Alors, la position de l'employeur ici, pour s'opposer à cette demande d'indemnité de travail dissimulé, c'est de dire, finalement, elle est irrecevable. Et l'employeur soutenait que cette demande était subordonnée à la rupture de la relation de travail et donc elle devait se prescrire par 12 mois et non à 2 ans à compter de la notification de la rupture. Donc ici, stratégiquement, l'employeur disait finalement l'une des conditions pour pouvoir bénéficier de cette indemnité, en tout cas pour solliciter la condamnation de l'employeur, c'est de dire que le contrat est rompu, sinon
même si on constate qu'on est dans le cadre d'un travail dissimulé, on ne peut pas formuler cette demande en justice. Donc, on doit s'assurer que le contrat est rompu et par voie de conséquence, il rattache cette demande à la rupture de la relation de travail et donc à 12 mois pour la prescription. La Cour d'appel, ici, avait jugé que l'indemnité portait sur l'exécution du contrat de travail et qu'elle devait se prescrire donc par 2 ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d'exercer ce droit-là. Donc, il y a une appréciation qui a été faite et suivie, puisque la réponse de la Cour de cassation, elle est très claire. On ramène effectivement cette appréciation en considérant que cette indemnité, elle découle de l'exécution parce que c'est bien un travail dissimulé qui a été fait tout au long de la relation contractuelle. Donc, c'est bien une durée de prescription de 2 ans qui est retenue ici. Dans le deuxième arrêt, alors j'irai un petit peu plus rapidement, finalement en substance, parce qu'il n'y a rien de nouveau, c'est une prescription biennale qui s'applique en matière d'exécution déloyale. Alors le salarié avait émis un autre argument en disant mais finalement c'est le préjudice moral, c'est aussi à rapprocher à l'exécution déloyale, ce qui n'est pas surprenant, mais l'employeur avait de la même manière tenté de dire mais il ne l'a jamais évoqué. Bon, ça, c'est sur le fond. C'est pas une prescription de 2 ans. Et la Cour de cassation rappelle là encore que c'est une prescription de 2 ans qu'il faut retenir. Voilà pour ces 2 arrêts. Merci beaucoup, Coralie. On n'a pas de questions. Toujours, il y a des sujets qui remontent, donc on prend bien note. Du coup, on peut passer au sujet d'après. Fabrice. Oui, alors un sujet sur lequel je vais rester un peu, peut-être plus longtemps, parce que on voit arriver une évolution significative de la jurisprudence par le biais de plusieurs arrêts, dont le premier arrêt que j'ai déjà présenté, mais il porte d'autres choses que ce que j'ai déjà présenté sur la clause non-concurrence. Donc des arrêts, une série d'arrêts autour de cette notion de réparation automatique. Alors, on va faire un peu d'histoire, c'est-à-dire que cette notion de réparation automatique, elle arrive aujourd'hui après une évolution et ce qu'on appelait, il y a des années de ça dans la jurisprudence, le préjudice nécessaire. Donc on a changé le mot, on a changé l'expression, mais vous allez voir, on n'est pas très loin. Alors je m'explique. De quoi on parle ? Donc déjà, on parle uniquement de droit du travail. Dans la relation employeur-salarié, la question est de savoir si un salarié qui soutient une faute de l'employeur doit, pour en obtenir une réparation, pour obtenir des dommages et intérêts, justifier, démontrer son préjudice ou pas, parce que ce serait automatiquement qu'il aurait droit à une indemnisation à charge pour les juges du fond, comme on dit, c'est-à-dire première instance, conseil de prud'homme, cour d'appel, de déterminer le montant, d'apprécier le niveau du préjudice. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, y a-t-il une réparation automatique face à une faute de l'employeur ou, à l'inverse, le salarié doit-il justifier de son préjudice ? Alors, je disais, je vais faire un petit peu d'histoire, parce que si on remonte dans la jurisprudence, on a eu plusieurs phases. On a eu une phase, effectivement, alors je ne remonte pas non plus au 19e siècle, mais on a eu une phase avant 2016 en tout cas, où il y avait cette notion de préjudice nécessaire. Alors on ne parlait pas de réparation automatique, c'était préjudice nécessaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le salarié pouvait se prévaloir d'une faute de l'employeur, eh bien, il y avait forcément un préjudice qu'il appartenait au juge après d'évaluer, mais il y avait forcément un préjudice. Entre 1 euro et 1 million d'euros, mais il y a forcément un préjudice. Ça, c'était avant 2016. Là-dessus, il y a eu une série d'arrêts le 13 avril 2016 qui a renversé les choses, il y a eu un revirement de jurisprudence, et depuis lors, en tout cas depuis lors jusqu'en 2022, on avait plutôt la notion de préjudice subi, c'est-à-dire que systématiquement,
ont demandé aux salariés qui soutenaient une faute de l'employeur de démontrer le préjudice subi, parce que certes, il peut y avoir une faute, mais s'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas matière à indemnisation. Ça, c'est l'état de la jurisprudence à partir de 2016, du 13 avril 2016, ce qui, pour être tout à fait honnête, permettait à des avocats comme nous d'aller plaider sur certains sujets en disant, bon écoutez, il y a peut-être une faute de l'employeur parce qu'on n'a pas donné le repos qu'il fallait, parce qu'on n'a pas payé telle heure supplémentaire, parce que ceci, parce que cela, et en même temps, le salarié doit porter la preuve du préjudice subi. C'était notamment le cas sur des questions liées à l'exécution fautive du contrat de travail, le salarié soutenant qu'il a subi tel ou tel acte répréhensible d'après lui de l'employeur, encore faut-il qu'il démontre le préjudice subi pour en avoir une réparation. Donc c'est un argumentaire qu'on développe évidemment depuis ces arrêts du 13 avril 2016. Depuis 2022, on commence à avoir une inflexion de ça. Donc on revire par rapport au revirement. Et puis on a ici donc une série d'arrêts du 4 septembre 2024 où là on bascule, je dirais, a priori totalement. Avec cette notion, donc on parle plus de préjudice nécessaire, mais donc de réparation automatique, pour reprendre la terminologie de la Cour de cassation. Dans ces arrêts, la Cour de cassation va donc dire que le seul constat, ce sont les termes de la Cour de cassation, le seul constat d'une faute va entraîner une réparation automatique. Alors on a différents exemples, vous le voyez sur la slide. Dans un des arrêts, la Cour de cassation va raisonner ainsi pour le non-respect du temps de pause quotidien. Donc le seul constat de la réalité du fait que l'employeur n'a pas accordé le temps de pause quotidien aboutit à une réparation automatique. Le seul constat que l'employeur ait fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie va entraîner une réparation automatique, et le seul constat que l'employeur ait fait travailler un salarié pendant le congé maternité va entraîner une réparation automatique. En l'occurrence, l'employeur avait exigé effectivement que la salariée revienne 2 ou 3 fois pour faire des temps de travail alors qu'elle était en congé maternité. Donc vous avez ces arrêts-là qui viennent apporter une illustration. Et en même temps, alors il n'est pas cité là parce que ça permet d'avoir la surprise du chef, dans l'un de ces arrêts du 4 septembre 2024, arrêt qui concerne le congé maternité, dans le même arrêt, la Cour de cassation réserve une hypothèse qui est celle de la visite médicale. On aurait pu s'attendre à ce que la Cour de cassation, avec le même raisonnement, dise le seul constat que l'employeur n'ait pas assuré la visite médicale aboutit à une réparation automatique. C'est pas ce que dit la Cour de cassation. La Cour de cassation dit, alors je vais lire parce que vous allez voir, l'explication est à tout le moins particulière. La Cour de cassation dit que les dispositions, en l'occurrence les dispositions européennes qui portent sur la visite médicale, renvoient à l'adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationale et permettent le choix entre diverses modalités de mise en œuvre de la surveillance de la santé du salarié. Aucun texte ne confère donc au salarié de droits, je cite, subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu'il appartient au salarié, en cas de non-respect par l'employeur, des prescriptions nationales en la matière de démontrer l'existence d'un préjudice. Alors, je vous l'ai lu parce que, pour tout vous dire, on en parlait tout à l'heure avec Coralie, cette évolution de la jurisprudence, elle est assez difficile à comprendre pour l'instant, en tout cas pour moi, puisque la Cour de cassation semble faire du en même temps. C'est-à-dire, je vous disais dans la chronologie, il y a d'abord eu une période où le salarié avait des préjudices nécessaires, puis on a basculé dans la période où préjudice subi, l'employeur doit démontrer, et maintenant on semble être, c'est peut-être la mode, dans le en même temps. C'est-à-dire, on va avoir des cas où c'est une réparation automatique, donc sans preuve du préjudice, automatiquement, s'il y a une faute, il y a un préjudice réparable, et des cas où dans lesquels il va falloir prouver le préjudice. Enfin, il va falloir que le salarié prouve le préjudice. Cette motivation que je vous ai lue sur cette illustration de la visite médicale, elle pose question parce qu'on se demande quelle est la grille de lecture de la Cour de cassation. Pour être tout à fait honnête, j'en suis pas certain, je m'interroge et je suis pas sûr d'avoir bien comprise. La grille de lecture qui semble ressortir de cette motivation, qui me paraît étrange, c'est finalement de faire une sorte de hiérarchie entre les normes.
C'est-à-dire il y aurait des normes claires, précises, inconditionnelles, concrètement celles sur la pause quotidienne, les arrêts maladie, les congés maternité, pour reprendre ces exemples-là, où le Code du travail est clair, pose une règle, et donc s'il y a un manquement, il y a une réparation automatique. Et il y aurait d'autres règles, et la visite médicale rentrerait là-dedans, où le droit national ne poserait pas de règles claires, précises et inconditionnelles, dans la mesure où, d'après les explications de la Constitution, les règles viennent du droit européen, qui ne fixe pas des règles précises, mais qui donnent un objectif de surveillance de la santé du salarié, mais qui pourrait prendre d'autres formes que la visite médicale. On peut se demander quelle forme d'ailleurs, mais d'autres formes que la visite médicale. Donc, je tire de la lecture de cette motivation de la cocassation une pseudo-explication, je vous avoue, qui ne me satisfait pas trop pour l'instant, pour essayer de trouver une grille de lecture à cette différence de traitement, cette différence de raisonnement de la Cour de cassation selon les sujets. En tout cas, à retenir, c'est qu'il semble... Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une inflexion de la jurisprudence. Pour autant, on n'en revient pas à la première jurisprudence totalement de préjudice nécessaire. D'ailleurs, donc, on utilise une autre terminologie, réparation automatique. Et on est dans cette espèce d'entre-deux où on va voir probablement dans les mois et les années qui viennent différents exemples, différentes illustrations par la Cour de cassation de certains cas où on est dans la réparation automatique et ou d'autres cas où il faut prouver le préjudice. Là où les jurisprudences d'avant, dans un sens ou dans un autre, avec le mérite de la clarté, c'est-à-dire on devait toujours prouver le préjudice, ou avant ça, on n'avait jamais à prouver le préjudice, là on rentre dans une espèce de flou artistique où, au cas par cas, il va falloir se demander, tiens, que dit la Cour de cassation sur ce cas-là? Est-ce que ça rentre dans la réparation automatique ou est-ce que ça rentre dans le préjudice subi où le salarié va devoir démontrer, et donc l'argumentaire côté employeur sera évidemment différent. Donc voilà, à mon avis, ce qu'on peut retenir de cet arrêt, une évolution de la jurisprudence, à mon avis marquante, mais qui crée quand même un flou parce que on n'a plus de grille de lecture, en tout cas générale. On va être plus, à mon avis, dans l'illustration par la Cour de cassation, et il semble que sa lecture soit un peu bizarre. Ce serait par rapport à la nature de la règle dont on parle. Donc, on va attendre l'évolution, on va attendre les illustrations, on va attendre que la Cour de cassation soit peut-être plus claire dans sa motivation pour qu'on ait une grille de lecture de manière plus lisible. En tout cas, voilà, avoir en tête cette illustration parce qu'évidemment, dans les contentieux, ça change tout en matière de défense, puisque cette charge de la preuve du préjudice, elle va évidemment impacter le résultat du contentieux. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Oui, il y en a, très spécifique. Du coup, est-ce que demander par mail à un salarié malade ses codes d'accès à une plateforme pour récupérer les factures d'un prestataire est considéré comme du temps de travail pendant l'arrêt? Alors, se prononcer sur un dossier, c'est toujours délicat sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Si je m'en tiens à ce que vous dites, je dirais qu'on a de fortes chances de pouvoir considérer que ça n'est pas du temps de travail. La Cour de cassation a déjà admis dans le passé que ce type d'événement, de demander simplement des codes, n'est pas du temps de travail effectif, c'est juste une information qui permet à l'employeur, lui, de travailler ou de faire travailler un autre salarié. Donc ça se soutient, il y a déjà eu des arrêts de la Cour de cassation en ce sens. Alors sauf à penser que l'inflexion dont je viens de vous parler va changer la donne dans le futur, mais ça se soutient de dire que ça n'est pas du temps de travail effectif. Là où c'est du temps de travail effectif, c'est effectivement, comme d'ailleurs dans ces arrêts-là où l'employeur avait demandé un vrai travail, des vraies missions pendant les arrêts maladie ou le congé maternité, on demande la réalisation d'une tâche. Là, dans ce que vous me dites, si je m'en tiens encore une fois strictement à ce que vous me dites, il ne s'agit pas de la réalisation d'une tâche, mais juste de la communication d'une information. Donc on ne va pas forcément considérer que c'est du temps de travail effectif. Il y en avait une autre. Du coup, est-ce que dans les 3 nouveaux cas de réparation automatique, je pense que c'est à partir de là, c'est seulement quand l'employeur reconnaît la faute, effectivement, dans ce cadre-là. Alors, je ne sais pas si on peut dire reconnaître, c'est plutôt le juge. Si le juge reconnaît qu'il y a une faute de l'employeur, parce que l'employeur va souvent la nier, la contester, ou dire qu'il n'y a pas faute dans un contentieux. Mais si le juge considère qu'il y a une faute, après, l'étape d'après, c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire comment on l'apprécie. Est-ce que donc c'est une réparation automatique où il y a forcément une indemnité, ou alors est-ce que en plus de ça, le salarié doit prouver le niveau de son préjudice? C'est plutôt donc quand le juge reconnaît la faute.
il estime qu'il y a effectivement faute et qu'on en bascule à la question de l'évaluation du préjudice. Il y a d'autres questions très spécifiques. Je vois qu'ils ne sont pas forcément dans le sujet et comme on ne peut pas faire des consultations individuelles sur tous ces points-là et qu'on a encore une suite, et puis Coralie s'impatiente, je vois qu'elle est prête à… Non, ça va. Donc, on va peut-être avancer, mais je vous invite encore une fois à nous contacter sur quickms@capstan.fr si vous voulez qu'on traite vos dossiers et vos questions. Je vous mettrai dans le replay, on avait fait un webinaire très intéressant sur les forfaits jours et bref, je vous le mettrai dans le replay que je vous enverrai. Allez, on passe au prochain arrêt. Allez, prochain arrêt, sujet d'actualité qui concerne l'amiante, exposition à l'amiante et en particulier les conditions qui sont nécessaires pour constituer un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Alors, cet arrêt me permet de revenir un tout petit peu en arrière, en particulier avec les décisions de justice qui avaient été rendues l'an passé, au mois de février 2023. Il y en avait eu plusieurs. Et le mot d'ordre à cette époque-là, c'était de retenir que la Cour de cassation avait élargi les possibilités d'indemnisation des salariés exposés à l'amiante. Autrement dit, dans une action, on pouvait, au niveau des demandes formulées par le salarié, retrouver une demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété qui renvoyait du coup au manquement à l'obligation de sécurité. Et de manière distincte, on pouvait trouver une deuxième demande qui, elle, correspond à un préjudice distinct qui est en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté. Et dans cet arrêt-là en particulier, la Cour de cassation avait considéré que l'utilisation de l'amiante dite de manière illégale par l'employeur porte nécessairement atteinte à la dignité des salariés exposés, ce qui justifiait que le salarié pouvait demander une indemnisation distincte de celle accordée au titre du préjudice d'anxiété. Donc, on le voit de plus en plus en matière d'amiante, on a toujours deux demandes d'indemnisation à ce titre. Donc, deux demandes à vérifier sur le plan des éléments qui sont produits en justice parce que bien souvent, il y a une espèce de confusion des pièces, autrement dit le même argumentaire pour deux demandes. Donc, soyons vigilants en termes de défense. Et là, en l'occurrence, dans cet arrêt du 4 septembre 2024, le message, certes, reste le même, possibilité d'indemniser le salarié à ce double titre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de rappeler aux salariés que la Cour d'appel, les juges du fond restent souverains dans leur appréciation des éléments qui sont présentés pour constituer le préjudice invoqué. Et là, ici, le salarié s'est fait débouter de sa demande au titre du préjudice d'anxiété parce qu'il s'était contenté de produire une attestation d'exposition. Donc, c'est l'attestation d'exposition à l'amiante ou, autrement dit, exposition aux produits chimiques cancérogène, en considérant que cette attestation, dans son contenu, ne démontrait pas, en tout cas, elle ne suffisait pas à démontrer qu'il y avait une exposition certaine qui était susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave. Donc, ça va de soi que dans ce genre de dossier, nous, côté employeur, on va réunir toute une panoplie de documents en matière d'amiante. On le sait, il y en a une pluralité. Au-delà du DUER, on a beaucoup de documents qui sont relatifs au chantier avec les plans, avec les expositions, les mesures qui sont faites, les vérifications qui sont faites à mesure que le chantier avance. Mais au-delà, effectivement, le salarié, il dispose d'un certain nombre de documents au titre desquels figure cette attestation d'exposition. Et ici, ça montre bien qu'il faut rester vigilant au niveau du contenu, puisqu'il a été débouté. La Cour d'appel a effectivement estimé que le salarié n'établissait pas pour le poste qu'il occupait autant la durée de son activité professionnelle, les éléments qui étaient personnels et circonstanciés. Autrement dit, il ne démontrait pas qu'il y avait une exposition aux substances et ni dans la durée et que c'était pas suffisamment significatif dans l'intensité pour entraîner un risque de maladie grave.
La Cour de cassation a suivi le raisonnement donc de la Cour d'appel. Elle analyse effectivement de manière précise les documents et retient que ces documents ne contenaient aucune description des postes effectivement occupés par ce salarié et qu'il y avait une absence, parfois même dans les fiches de poste, on relevait qu'il y avait une absence d'exposition à des produits toxiques ou que cette exposition était très rare ou de faible durée et que ce n'était pas de nature à établir pour les postes occupés une exposition certaine, suffisamment significative pour entraîner un risque de maladie grave. Donc, bon, ce qu'il faut retenir effectivement, mais ça, je pense qu'on est assez vigilant quand on a un dossier qui est déjà au stade d'un contentieux, c'est d'analyser les pièces dans leur contenu, voir à quel moment ça a été établi et si effectivement, par rapport aux fiches de postes qui sont établies, on peut contrer cet argumentaire du salarié pour dire que l'exposition, elle est insignifiante et qu'elle n'a pas de conséquences pour l'état de santé du salarié. Voilà ce qu'on peut retenir de cette jurisprudence. Eh ben, merci Coralie. Du coup, est-ce qu'il y a, tu en as cité quelques-unes, mais est-ce que les substances toxiques sont listées quelque part? Alors, on peut retrouver, alors après, il faut au cas par cas, enfin, en matière d'amiante ou même plus largement que ça, on a les dispositions du Code du travail qui listent une partie des substances ou plus largement des risques chimiques, enfin tout le reste. Mais sinon, je pense qu'on peut le retrouver plus largement dans toute la documentation en matière de sécurité sociale. Ok, ça marche parfait. Eh ben merci, on passe à la dernière du coup. Fabrice, c'est ton moment. Je reprends la parole pour parler de repos compensateur avec cet arrêt encore du 4 septembre, mais c'est pas le même, qui traite de ce sujet et qui nous apporte un éclairage sur 2 points. Donc c'est ce qu'on a indiqué dans la slide, la preuve et la prescription de l'action en indemnité pour un manquement à la règle sur le repos compensateur. Alors, un petit rappel en matière de repos compensateur, puisque ça concerne le premier point, celui de la preuve, qui me paraît d'ailleurs le plus nouveau dans cet arrêt de la Cour de cassation par rapport à l'autre. Un petit rappel donc que l'article D3171-12 du Code du travail, pour ne pas le nommer, prévoit que lorsque un salarié travaille selon le même horaire collectif, ne travaille pas selon le même horaire collectif, il doit y avoir un document mensuel annexé au bulletin de paye, et le Code du travail, dans cet article, prévoit les informations qu'il y a sur ce document annexé, ce document mensuel annexé au bulletin de paye. Donc, idée à retenir, le Code du travail prévoit, dès lors qu'il n'y a pas un horaire collectif, que le salarié ne travaille pas pendant un horaire collectif, un récap par ce document mensuel du nombre d'heures supplémentaires accomplies, du nombre d'heures de repos compensateurs gagnés, des repos compensateurs pris, etc., etc. Donc, une multitude d'informations qui doivent se retrouver dans ce document. La question qui était posée par le salarié dans ce dossier, c'était celle de l'effet de l'absence de ce document. Le salarié soutenait qu'à partir du moment où l'employeur n'avait pas établi le document, ce qui était donc le cas dans ce dossier, eh bien, il ne pouvait pas prouver ce qu'il y aurait dû y avoir dans ce document. Donc, il ne pouvait pas avoir respecté les règles en matière de repos compensateurs, et notamment avoir donné les repos compensateurs, avoir fait bénéficier de manière effective le salarié de ces repos compensateurs. Donc, c'était la question de la preuve en la matière. L'employeur, évidemment, dans ce dossier-là, avait tenté d'amener, alors la lecture de l'arrêt ne permet pas d'avoir les détails, mais avait tenté d'amener des éléments de preuve contradictoires pour démontrer il y avait eu un respect des règles, en tout cas qu'il avait accordé un certain nombre de repos compensateurs. La Cour de cassation, qui rappelle donc le fondement textuel que j'évoquais, nous dit que l'absence d'établissement par l'employeur de ce document annexé au bulletin de paye ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre de repos compensateurs acquis et leur prise effective. Autrement dit,
certes, il y a cette obligation de mettre ce document, et c'est le conseil qu'on peut vous donner, tenez-le correctement, puisque c'est quand même prévu par le Code du travail. Néanmoins, on a une béquille qui nous est donnée par la Cour de cassation. Si vous ne le faites pas, il reste la possibilité d'apporter d'autres éléments de preuve de ce qui aurait dû être mentionné, dans ce document. En tout cas, comme le dit la Cour de cassation, l'employeur n'est pas privé du droit de soumettre au débat contradictoire, puis à l'appréciation du juge, ces éléments de preuve, évidemment, et bien des éléments démontrant les informations qui auraient dû se retrouver dans ce document, et notamment les jours de prise effective du repos compensateur. Donc, une porte de sortie ouverte par la Cour de cassation, c'est à mon avis un des éléments intéressants, l'élément le plus intéressant de cet arrêt, même si évidemment le conseil doit être avant tout de tenir ce document, parce que ça évite de se poser cette question de la preuve. Deuxième enseignement de cet arrêt sur le repos compensateur, celui de la durée de la prescription. C'est intéressant dans la mesure où cet arrêt a le mérite, pour la question du repos compensateur, de venir répondre clairement à la question de la durée de la prescription, puisque vous savez que depuis la loi du 14 juin 2013, la prescription en droit du travail a été réformée, et nous sommes notamment passés, pour beaucoup de sujets, d'une prescription quinquennale à une prescription biennale. Dans les moyens soulevés devant la Cour, d'ailleurs, il était rappelé cette évolution légale et le fait que, s'agissant de la question de l'indemnité liée à des manquements sur le repos compensateur, la Cour de cassation, en 2005, avait déjà avait pris position et avait dit que la prescription quinquennale s'appliquait. Très logiquement, vu la nature de l'évolution légale, la prescription de 2 ans est celle qui paraissait la plus naturelle. Cet arrêt a le mérite de le dire, clairement, en prenant la position suivante. La Cour de cassation rappelle les nouveaux textes du Code du travail, enfin nouveaux, depuis la réforme de 2013, et nous dit que selon ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Concrètement, ça veut dire qu'en matière de repos compensateur, ça va donc être bien 2 ans, et cette prescription va commencer à courir logiquement à chaque bulletin de paye, c'est-à-dire à chaque document qui va permettre au salarié d'avoir conscience du droit qu'il pourrait revendiquer en constatant que ces repos compensateurs ne sont pas correctement traités. D'où l'intérêt d'ailleurs de faire ce document, parce que ça permet à l'employeur de dire, d'être plus fort, je dirais, sur l'argumentation en matière de prescription, en disant c'est prescrit, parce que quand je communique le document, si j'ai fait une erreur ou si j'ai pas bien traité d'après le salarié le repos compensateur, la prescription a bien commencé à courir à partir du moment où il a eu ce document. Donc d'où l'intérêt aussi de le produire, ce document, et de le tenir. Ça fait aussi courir la prescription. Donc voilà, un apport, de mon point de vue, moins important, puisqu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit cette prescription biennale, mais qui a le mérite d'exister et de le dire clairement. Alors, dans cet arrêt, juste pour en terminer, la Cour de cassation n'a pas donné raison, je dirais, ou en tout cas n'a pas validé le raisonnement de la Cour d'appel, mais pour autre chose. C'est-à-dire la Cour d'appel avait bien retenu la prescription de 2 ans, mais la Cour d'appel a retenu la prescription de 2 ans en argumentant, si j'ose dire, à la place de l'employeur qui n'avait pas soulevé ce sujet-là. Et donc, c'est pour des questions de procédure, le juge ne pouvant pas suppléer d'office à tous les moyens qui ne seraient pas soulevés par une partie en appel. Donc, la Cour de cassation casse l'arrêt, mais pour cette question de procédure. Par contre, sur le fond, la Cour de cassation, effectivement, finalement, a retenu 2 ans, comme la Cour d'appel. C'est pour une autre raison qu'il y a eu cassation. Donc voilà, à retenir. La preuve par le document, certes, mais l'employeur a les moyens potentiellement de prouver s'il n'a pas tenu le document. La prescription est biennale en matière d'indemnité pour le repos compensateur, puisque c'est un sujet d'exécution du contrat de travail. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il y en a 2, mais je pense que tu as répondu à la première en filigrane. Si on reporte l'information du volume de repos compensateur disponible sur le bulletin de paye, est-ce que c'est suffisant ? Alors, le texte du code parle d'une annexe. Cet arrêt vient d'ouvrir un peu les possibilités en disant, bon, on peut apporter d'autres preuves. C'est vrai que dans ces autres preuves, si c'est directement sur le bulletin de paye, on pourra raisonnablement plaider, à mon avis, que c'est un peu pareil que si on avait un document annexé.
les informations ont été indiquées. Bon, donc la situation me paraîtrait pas très problématique parce que l'information écrite serait bien donnée chaque mois et on n'est pas très loin des dispositions du Code du travail. Néanmoins, si on prend ces dispositions, c'est bien d'une annexe dont on nous parle. Mais bon, est-ce que cette différence purement formelle aurait une portée? À mon avis, pas forcément. Mais c'est vrai que le Code parle d'une annexe, puisque parle d'un document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paye. Donc c'est vrai que logiquement, c'est un document à part, ce n'est pas le bulletin de paye. Et du coup, le risque le risque, ça serait qu'on remette en cause ce document, enfin cette information qui est sur le bulletin de paye. C'est là où je me dis, ça me paraît relativement peu probable quand même si le texte parle d'une annexe. Parce qu'il n'en demeure pas moins dans une situation comme ça, que l'information sera bien tous les mois donnée par écrit aux salariés. Donc on tient l'essentiel, vu que la contestation nous dit qu'on peut prouver. Donc on a bien la preuve d'avoir donné l'information. Je ne pense pas que le fait que ce soit une annexe remette en cause cette preuve. Mais j'ai pas d'arrêt de la contestation dans ce sens-là. Ça me paraîtrait simplement illogique qu'on aille dire ça devait être dans un document à part, donc la preuve par bulletin de paye ne tient pas. L'essentiel, à mon avis, c'est quand même que ça soit mentionné par écrit. Donc, je pense que ça serait pas dramatique et que la condamnation n'interviendrait pas. Mais je ne peux que vous rappeler que le Code du travail parle bien d'une annexe. Ok. Mais sinon, donc le risque, si vous ne le faites pas, c'est le risque de mentionner ces informations, c'est le risque vu dans ce dossier. C'est-à-dire, il faut être en capacité de prouver ce qui aurait dû être indiqué dans ce document. Or, la preuve, parce que là, ce dossier, la lecture de l'arrêt ne nous dit pas exactement quelle est l'issue, cette preuve, elle n'est pas forcément facile à rapporter. Prouver, par exemple, que le salarié a pris ses repos et qu'il en a été informé. C'est pas forcément facile à rapporter si vous n'avez pas fait cette annexe. Donc, le danger, il est là. Et si le juge dit, vous ne rapportez pas la preuve, même si vous avez la capacité de le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure d'après cet arrêt, bien le risque, c'est tout simplement d'être condamné à une indemnité parce que vous avez manqué au repos compensateur. Ça marche. Et ben, on arrive au bout de cette actualité sociale. Merci beaucoup Coralie, merci beaucoup Fabrice. Alors j'ai pas anticipé, du coup le prochain, il est au mois d'octobre. Hop, je vais vous dire quand exactement. Hop. Le prochain webinaire Actu Social. C'est le 17. Le 17, c'est ça, le 17 octobre. Et on vous envoie, je vais vous envoyer rapidement dans les prochains jours là le replay d'aujourd'hui. Et ben merci beaucoup à tous et merci à Fabrice et Coralie. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.